Dans ma communauté, nous partageons un langage, le français. Nous l'avons appris avec différents accents, différentes expressions, car nous venons d'un peu partout sur cette planète. Notre histoire, notre culture sont différentes, mais c'est ce qui fait notre richesse. On nous appelle les francophones. Originaire d'ici ou d'ailleurs, j'ai rencontré celles et ceux qui forment la communauté francophone de la province d'Alberta au Canada. Dans ce podcast, ils nous racontent qui ils sont, d'où ils viennent, et quels sont les liens qu'ils entretiennent avec la langue française. Ce podcast vous est proposé par la Cité des Rocheuses, centre culturel, communautaire et d'accueil francophone en Alberta. Pour ce 8e épisode, j'ai rencontré Gisèle Villeneuve. Originaire de Montréal, Gisèle vit à Calgary depuis plusieurs décennies. Gisèle Villeneuve est une écrivaine qui se démarque avec un genre unique dans lequel elle mêle le français et l'anglais, et qu'elle nomme bilingue. Je vous laisse découvrir son histoire. Belle écoute à toutes et à tous. Je suis Gisèle Villeneuve, je suis originaire de Montréal et j'habite à Calgary depuis de très nombreuses années. Alors, je suis née à Montréal et j'ai grandi, j'ai été éduquée, j'ai vécu toute ma vie jusqu'à la jeune vingtaine à Montréal. Mais ce qui était absolument intéressant, et ce sont des choses que j'ai découvertes au cours des années, surtout depuis que je suis à Calgary, pour moi d'abord, le lieu d'habitation est primordial. Et je vais vous parler de Montréal, mais en passant par Calgary, parce que quand je suis arrivée à Calgary, en fait, j'étais comme une outsider, c'est-à-dire que je suis arrivée ici comme quelqu'un qui arrivait sur une autre planète, mais avec la vieille idée, c'est une idée qui date de l'enfance, de devenir écrivaine. Alors tout ça, c'est important parce que il y a eu évidemment des départs, des arrêts, des retours, des doutes, mais c'est ici à Calgary vraiment que je suis venue à cette réalité et de devenir écrivain. Pour revenir à Montréal, ce qui est absolument étrange, c'est que j'ai grandi dans cette ville, mais pour moi, ça a toujours été une ville inconnue. J'habitais dans un quartier qui s'appelle le Plateau Mont-Royal, qui maintenant c'était un quartier ouvrier, mais depuis un certain nombre d'années, c'est devenu un quartier un petit peu prisé par les artistes, par les écrivains, et souvent, quand j'entends dire d'artistes de Calgary qui se sont établis à Montréal, je leur demande toujours avec un petit sourire en coin, mais où habitez-vous à Montréal? Et presque invariablement, ils me disent qu'ils habitent sur le plateau. Alors moi, ça me fait rire parce que quand j'ai grandi sur le plateau, c'était essentiellement un quartier ouvrier, absolument ordinaire. Il n'y avait rien de particulièrement extraordinaire au plateau Mont-Royal. Mais c'était un petit peu comme vivre dans un village. Je connaissais ma rue, l'école, l'église, les magasins, et c'était à peu près tout. Et je me souviens, à un moment donné, j'avais environ, entre l'âge de 10 et 12 ans, j'avais demandé si je pouvais suivre des cours en arts visuels à l'École des beaux-arts de Montréal. Et il fallait que je prenne 2 autobus pour m'y rendre. Et la première fois, ma mère est venue avec moi pour me montrer le parcours. Et ensuite, j'y allais toute seule. Et la première fois que je suis revenue à la maison, après le samedi matin, après la session de les cours, je suis descendue de l'autobus 2 arrêts trop tôt et j'étais complètement perdue. J'étais dans mon quartier, mais sur une rue inconnue. Et j'étais vraiment en territoire 100% inconnu. Donc, je n'avais pas vraiment le sens de l'orientation. Et cet épisode m'est toujours resté pour... Et c'est drôle parce que Montréal, comme je viens de le dire, a toujours été une ville inconnue. J'entendais parler de certains quartiers. C'était vraiment comme de parler de pays inconnus
que je n'avais jamais vraiment visité. Alors, il y a quelque chose d'essentiel qui s'est produit avec le lieu d'habitation. Quand je disais que c'est primordial pour moi, euh, je, je peux habiter dans un lieu, ça n'a aucune importance où c'est. Il s'agit que j'apprenne le lieu, que je le découvre par moi-même et ce qui m'importe, je le prends et le reste, je n'en tiens pas compte. Alors, Montréal, la ville d'origine, est une ville inconnue. Alors donc, dans cette ville inconnue, j'étais une outsider dans ma ville natale et au début de la vingtaine, j'ai finalement quitté Montréal. Montréal, vraiment, pendant l'adolescence, les jeunes années à l'université, tout ça, bien sûr, j'avais des amis, tout fonctionnait bien dans le milieu dans lequel je vivais, j'étudiais et j'avais, comme je dis, de très bons amis. Mais à un moment donné, on dirait que on a utilisé toute la ville où ce qui nous importait et il était temps d'aller voir ailleurs ce qui se tramait. Alors à ce moment-là, je vivais avec mon chum, qui est toujours mon chum de vie. Là. On est à Calgary à cause de lui, d'une certaine façon. Il est prof à l'Université de Calgary. C'est ce qui nous a amenés ici. Mais à ce moment-là, il terminait son doctorat à McGill en chimie. Alors, lui aussi voulait partir. Il avait déjà voyagé avant moi, mais l'idée, c'était de partir vraiment longtemps. Alors, ce qu'on a fait, sac à dos, nous sommes partis en Asie pendant 6 mois de temps. À une époque, c'était en 1974, donc à une époque où c'était possible de le faire sans risquer de piler sur une mine antipersonnelle. Et c'était aussi avant l'espèce de ce que j'appellerais le tsunami touristique qui se produit tellement partout maintenant. Alors, c'était possible de se perdre dans le sens de nous disparaissons. Et j'avais vraiment un sens, plus nous allions loin à travers l'Asie, plus j'avais l'impression d'un non-retour. À un moment donné, nous étions en Afghanistan et je m'étais dit, nous sommes à mi-chemin de ce périple parce que l'idée, c'était de se rendre jusqu'au Népal. Et je me suis dit, à partir d'ici, revenir sur nos pas ou continuer, c'est exactement la même distance. Et j'avais vraiment ce sens très, très fort que nous pouvions complètement disparaître, personne ne pourrait nous retrouver. Et c'est un sentiment qui me plaisait beaucoup, de n'appartenir nulle part, mais d'être partout dans un lieu en particulier. Alors voilà, c'est un voyage pour moi assez initiatique qui m'a fait découvrir que j'adorais le goût d'être ailleurs, le goût de l'ailleurs. Et pourquoi l'Asie? Principalement parce que l'Asie, depuis l'enfance, ça a toujours été mon continent favori. D'où ça vient? C'est absolument mystérieux, je ne sais pas, mais c'est des cultures qui m'ont toujours attirée. Alors voilà, partir de Montréal, ville inconnue, voyager à travers l'Asie, pays ou continent où l'on peut se perdre entièrement. Et le fait que, après le voyage en Asie, c'était déjà organisé que nous étions pour nous établir à Londres, en Angleterre, pendant 2 ans. Tom était pour continuer ses études après le doctorat et il a étudié, enfin, il a travaillé, il a fait de la recherche avec un éminent chimiste nobilisé d'ailleurs. Alors, j'ai voulu aller en Angleterre. La plupart des gens de ma génération, les Québécois de ma génération, se lançaient vers Paris. Et Paris, vraiment, ça ne m'intéressait pas. Je voulais aller à Londres. Alors, c'est très bizarre, étant donné que j'ai été élevée exclusivement en français à Montréal. Bien sûr, je commençais à apprendre l'anglais parce que j'avais des amis anglophones maintenant. Tom parle anglais, il est d'origine tchèque, mais vraiment sa langue principale, ça a été l'anglais. Donc, tout ça, je me suis dit, bon, alors voilà, je vais me trouver dans un autre ailleurs et je vais en faire mon lieu d'habitation. Et j'ai travaillé pour la BBC à Londres. J'ai fait un certain nombre de choses avec eux. J'ai même réalisé une série d'émissions.
car je croyais à ce moment-là que j'étais pour aller travailler en communication. Il y a eu des bifurcations finalement, oui et non. J'ai continué de le faire, mais beaucoup moins. Mais ma vie à Londres a été extraordinaire. J'ai adoré vivre dans ce milieu-là, de vivre la vie anglaise. Était-ce une espèce de notion que je vivais, une sorte de roman dans le brouillard anglais? Dieu sait quoi, je n'ai aucune idée, mais j'ai vraiment adoré vivre en Angleterre. Ensuite, nous sommes revenus au pays. Nous avons habité à Ottawa pendant 2 ans et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire de la pige, comme on disait à l'époque, donc d'être travailleur autonome. Et ça aussi, ça me convenait énormément parce que l'indépendance, même s'il y a une certaine instabilité économique quand on est travailleur indépendant, mais moi, ça me satisfaisait énormément et c'est ce que j'ai fait à Ottawa d'abord et ensuite quand nous sommes arrivés à Calgary. Alors, j'ai continué à travailler comme travailleur autonome. L'Alberta était dans une de ces périodes de boom économique, donc tout allait bien dans ce sens-là. Et il y avait une ouverture, alors Tom a appliqué, a fait une demande et il est venu à Calgary pour une entrevue. Un de ses collègues qui aimait beaucoup la montagne, qui était alpiniste, pas vraiment technique, mais quand même qui était très aventureux en montagne, l'a amené. Alors Tom a découvert les Rocheuses et ce fut évidemment un coup de foudre. Il est revenu à Ottawa. Quelques semaines plus tard, on lui annonce qu'il a obtenu l'emploi. Alors, il a obtenu l'emploi à Calgary. Et puis moi, pendant ce temps-là, je me disais, Calgary, territoire complètement inconnu, honnêtement, je n'avais aucune idée à quoi m'attendre. Alors, je me disais, bon, nous sommes à Ottawa, nous aimions beaucoup vivre dans la capitale, il y avait beaucoup d'avantages à vivre là-bas, la nature autour était vraiment très belle. Et en plus, j'étais à 2 heures de route de Montréal pour voir les amis, la famille. Donc, c'était un très beau compromis. Alors, je me disais, Calgary, c'est à l'autre bout du continent. Est-ce que je veux vraiment m'exiler encore en territoire anglais ou quoi que ce soit? Alors, j'ai réfléchi. La relation entre nous deux était tellement excellente, je me disais, non, je ne vais pas laisser tomber ça. Et puis, la conclusion la plus logique était celle-ci. Je veux devenir écrivain. L'écriture est un métier portable. Je peux écrire n'importe où sur la planète. Je pourrais même aller écrire sur Mars s'il fallait à un moment donné. Alors évidemment, la décision s'est prise d'elle-même. C'était sûr et certain. C'est ainsi qu'on était pour venir à Calgary. Et quand nous sommes arrivés à Calgary, c'était en juillet, plus ou moins juste après le Stampede. Il faisait un temps extraordinaire. Tout de suite, la grandeur de la lumière et l'immensité du lieu, le ciel bleu et tout, je me suis dit, oui, je veux vivre ici. C'est aussi simple que ça. Et comme je l'ai dit, le lieu d'habitation est primordial. Évidemment, un accueil comme celui-ci, c'était primordial. Et donc, voilà, nous étions à Calgary et il n'y avait aucune raison de revenir en arrière à partir de ce moment-là. L'entrevue qu'on a accordée à Tom était en février. Et quand il est revenu, il dit... il dit, c'est affreux. Il dit, d'abord, comparé à l'Est, au Québec ou le sud de l'Ontario, il y a tellement d'arbres, il y a tellement d'arbres. En fait, quand je suis revenue à Ottawa des années plus tard, encore durant l'été, je n'en revenais pas à quel point il y avait des arbres, puis avec la chaleur humide, j'avais l'impression d'être sous les tropiques. J'avais complètement oublié ça, vraiment.
Alors que, évidemment, ici, j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup le climat sec, que je préfère au climat humide. Mais en février, et il y avait presque pas de neige. Et près de l'université, il y a la colline qui s'appelle Nose Hill, qui est vraiment une colline qui fait partie de la prairie. Donc, il y a très peu d'arbres, sauf dans les cuvettes. Mais lui, il voyait la colline complètement déboisée, l'herbe toute rêche et brune ou quoi que ce soit. Il dit, mon Dieu, c'est affreux. Il avait vraiment trouvé ça laid et affreux. Mais encore là, c'est vraiment un point de vue spécifique quand on arrive d'un lieu où il y a des arbres et des arbres et des arbres. Alors que c'est complètement l'inverse. Ici, ce que j'aime, c'est le long point de vue, le fait qu'on peut voir à l'infinité. Au cours des années, nous avons tellement découvert Calgary, même dans les nouveaux quartiers où on a eu la sagesse de laisser des zones naturelles avec des sous-bois, des sentiers non pavés, tous les sentiers, il y a des sentiers, il y a des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de sentiers dans tous les quartiers de la ville et on peut partir là où nous habitons. Nous sommes près de la rivière Beau. Souvent, nous partons de chez nous et puis nous pouvons marcher pendant 3 heures de temps et c'est à peine si nous rencontrons des gens et nous traversons des bouts de prairies, des bouts de canyons, des sous-bois, des petits sentiers le long de rivières, de ruisseaux. Parfois, on a l'impression d'être en pleine prairie alors qu'il y a un gros boulevard comme Deerfoot qui est à peine 1 kilomètre. Donc, il y a tous ces endroits cachés finalement. Quand on arrive, oui, on a peut-être l'impression, waouh, il n'y a pas grand-chose, c'est vide, ça donne l'impression d'être aride ou quoi que ce soit, mais ce n'est vraiment pas comme ça. C'est tous ces endroits cachés qui sont là pour être découverts. Alors, c'est une ville, d'une certaine façon, qui m'enchante beaucoup à cause de ça. Alors, tout de suite en arrivant, comme j'avais beaucoup aimé l'expérience d'être travailleur autonome à Ottawa, j'ai travaillé pour toutes sortes de compagnies, des compagnies de films, évidemment des départements du gouvernement fédéral avec des sous-contrats qu'obtenaient des compagnies de films pour faire des scénarios. Alors, je faisais scénario, je traduisais, je faisais de la recherche. Tout ce qu'on fait en écriture qui finalement touche un petit peu à tout dans tout le domaine de monter un produit, que ce soit pour un centre d'exposition, que ce soit pour un département ou un autre qui a besoin la vidéo se faisait beaucoup à l'époque pour présenter toute une panoplie de sujets. Alors, mais ça me plaisait beaucoup. Évidemment, il y a toujours l'aspect un peu comment dire, instable économiquement, car il faut toujours, une fois qu'un contrat est fini, il faut en trouver un autre, il faut toujours chercher de nouveaux contacts et tout, mais j'aimais l'idée de la diversité du travail que je faisais, le fait que j'étais indépendante, je n'avais pas à aller dans un bureau et faire du 9 à 5 ou quoi que ce soit. Alors ça aussi, ce type de travail me plaisait beaucoup, ça plaisait à ma personnalité. Alors, en arrivant à Calgary, c'est exactement ce que j'ai fait. Premièrement, comme j'étais francophone, je voulais explorer qu'est-ce qu'il y avait en français à Calgary. Alors, tout de suite, je suis allée vers les communautés francophones. J'ai rencontré certains individus qui m'ont aussi aidé, qui m'ont ouvert des portes. Et étrangement, un de mes clients principaux était vraiment Edmonton. Alors, je voyageais beaucoup à Edmonton à l'époque. C'était le département de l'éducation qui commençait à développer du matériel pour enseigner le français, soit dans les nouvelles écoles en immersion française
et dans les quelques écoles françaises aussi. Ça aussi, ça a été un gros combat pour essayer d'avoir de l'éducation en français pour les enfants. Alors, j'ai beaucoup fait de travail avec eux pour développer en audiovisuel du matériel pour les écoles d'immersion françaises et les nouvelles écoles françaises. Alors, tout ça aussi fonctionnait vraiment pour moi. Pour écrire des scénarios, je suis chez moi, je fais mon travail, je rencontre mes échéanciers, je vais à Edmonton régulièrement pour des réunions, je reviens chez moi. Alors, c'était un mode de vie qui fonctionnait vraiment très bien. Et entre-temps, bien sûr, on s'est fait des amis, on avait une vie sociale très, très riche. Et en plus de ça, bien sûr, nous avions découvert la montagne, donc nous étions souvent, souvent en montagne. C'est à peu près inévitable si on aime la nature comme nous deux ont toujours aimé la nature. Alors, il y avait toute cette activité vraiment et on allait au théâtre, on allait au cinéma, on allait dans les pubs, les restaurants. En fait, c'était très actif. Alors, Calgary me convenait merveilleusement bien. Après 20-25 ans de travail autonome, j'ai décidé que à la fin d'un dernier contrat, je ne chercherais pas d'autre contrat et que je me donnerais vraiment mon temps entier pour me consacrer à la création littéraire. Alors, comment devient-on écrivain? Bien, en fait, pour moi, l'idée de devenir écrivaine, ça a été dès la première composition scolaire à l'école primaire, vraiment, car les mots me transportaient vraiment dans un ailleurs et tout ça fonctionne aussi avec moi qui aime être dans l'ailleurs et là où tout était permis vraiment. Et dans la création littéraire, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire une exploration de peut-être les choses qu'on aurait voulu faire mais qu'on n'a pas faites, alors on les donne à ces personnages. Les personnages, finalement, réussissent à faire ce que soi n'avons pas réussi à faire. Alors voilà. Mais c'est intéressant aussi parce que pourquoi j'ai voulu devenir écrivaine dans un milieu où, en fait, il n'y avait pas de livres. À la maison, nous n'avions pas de livres. Personne ne lisait. Les seules choses que nous avions étaient 2 encyclopédies traduites de l'anglais au français, il va sans dire. Et j'avais toujours le nez dans ces livres-là, dans ces volumes des encyclopédies, à lire les mythes, à lire les contes et légendes des autres pays et à lire au sujet d'autres pays, d'où est venu, je crois, mon engouement de l'Asie en particulier. Alors, basé sur notre voyage en Asie, éventuellement, j'ai écrit mon premier roman qui a été publié en 1987 par Québec Amérique à Montréal. Et Québec Amérique était vraiment ma maison d'édition première. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai eu une chance incroyable d'avoir été publié par la maison de mon choix et en un temps quand même relativement court, alors qu'aujourd'hui, c'est une histoire complètement, complètement différente. Et c'est ainsi que ça a vraiment commencé et j'ai continué à écrire. Je n'ai pas publié énormément entre 1987 et mon deuxième roman. Il y a eu beaucoup d'années, car le deuxième roman, ça a été vraiment le roman ou le livre, une espèce de livre vraiment important dans le sens de développer cette bilangue et c'est en publiant le roman en anglais Visiting Elizabeth, qui est un roman plutôt en anglais mais avec du français non traduit et c'est vraiment autour de l'apprentissage de la deuxième langue et c'est situé à Montréal autour la fin des années 1960 et c'est un roman que je n'aurais jamais pu écrire à Montréal, d'où ce besoin de distance. On prend une distance
Et ensuite, on peut recomposer, redéfinir, refaire le tout avec la liberté de vraiment enclencher l'imagination plutôt que de vouloir essayer de reproduire quelque chose de trop réaliste, de trop véridique ou quoi que ce soit. Alors, tout le système de l'imaginaire, de laisser à l'imagination la pleine liberté de fonctionner, et avec le jeu des deux langues, vraiment, ça a été comme une espèce de tsunami d'écriture. Ça a été une expérience extraordinaire pour moi. La façon dont j'ai fonctionné avec Visiting Elizabeth, il faut dire que c'est un livre qui, qui montre en fait la joie, si on veut, d'apprendre une autre langue. Donc, c'est vraiment ludique. Il y a un jeu de deux langues. Mon personnage principal, c'est écrit au jeu. Donc, la narratrice principale, c'est une jeune fille de 19 ans à Montréal, la fin des années 60. Et elle rencontre une artiste anglophone beaucoup plus âgée qu'elle, et avec elle, elle apprend l'anglais. Alors pour elle, c'est vraiment un jeu. Elle fait cette distinction entre des expressions françaises par rapport à des expressions anglaises. Si je donne un exemple, en français, on dit filer à l'anglaise, puis en anglais, on dit to take French leave. Alors, ce genre de jeu, comment les deux langues s'interpellent et jouent différemment. Et dans Visiting Elizabeth, ce que j'ai fait, c'est tous les mots de coordination, comme un adverbe, une incise dans une pensée, sont toujours en français. Par exemple, elle pourrait dire « Je pense, well, we should have done this differently ». Certainement. Vous savez, c'est un peu dans ce sens-là que je le disais. Alors, il y avait ce rythme entre le français et l'anglais, et je m'assurais toujours qu'il y avait une corrélation suffisamment claire pour le lecteur unilingue anglais pour ne pas être laissé abandonné dans les marges de la page. Et des lecteurs, même des critiques, ont dit la même chose, que ça faisait comme stimuler leur synapse. Ils avaient appris le français à l'école secondaire des années plus tôt, et tout de pouf, pouf, ça leur revenait. D'autres disaient, je leur disais, oui, mais avez-vous compris? Ils disaient, oui, j'ai tout compris, parce que c'était toujours dans le contexte, même quand il y avait des mots en français. Quand j'ai continué à développer ce type d'écriture, je faisais un peu la même chose, c'est-à-dire que si un mot se prêtait mieux en anglais ou en français dans le texte anglais, je l'utilisais, mais ce n'était jamais arbitraire. C'était pas parce qu'il me manquait un mot de dire, ah, bah, ça, je ne sais pas comment le dire en français, que je vais le dire en anglais. Non, 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 c'était jamais comme ça. C'est toujours un jeu aussi de rythme, de cadence, d'intonation, la façon dont ça fonctionnait en utilisant les deux. Alors pour le reste, j'ai écrit un certain nombre de choses, il va sans dire, qui ont été publiées en revue indépendamment, surtout des nouvelles, surtout en français. J'ai ensuite recueilli un certain nombre de ces nouvelles et je les ai rassemblées dans un recueil de nouvelles qui s'appelle Outsiders. Ce sont des nouvelles en français. Il y a quelques mots d'anglais, mais pas beaucoup. Et ça a été publié chez L'Évêque éditeur à Montréal. Et par la suite, j'ai toujours voulu écrire quelque chose pour répondre à une lettre qu'on m'avait écrite quand j'avais 15 ans. Alors là, je vais vous ramener à l'école secondaire. Notre prof de français avait décidé, au lieu que nous écrivions une composition par mois pour notre bulletin mensuel, c'est qu'on écrirait un chapitre par mois d'un roman. Alors, l'idée, c'était d'écrire un roman avec un chapitre par mois, un chapitre scolaire par mois.
je lisais à l'époque des romans d'aventure écrits pour les adolescents. Alors, j'ai écrit une espèce de polar qui se passait à Londres. Voilà, l'histoire de Londres est toujours là. Et c'était vraiment très juvénile et tout et tout. Sauf que la prof de français nous avait encouragés à faire lire notre texte une fois qu'il était terminé aux membres de notre famille. Donc, le texte passait à travers les membres de la famille. Et mon grand-père maternel, qui avait déjà travaillé comme typographe à l'époque à Montréal, dans un grand quotidien de Montréal, semble dire, a passé le texte au poète Alfred Desrochers, qui était déjà dans la soixantaine à l'époque. Et un jour, mon grand-père vient visiter à la maison et sans rien dire, il me donne une lettre. Il dit, tiens, c'est pour toi. J'ouvre la lettre et c'est Alfred Desrochers qui me fait toutes sortes d'éloges, comme quoi il avait lu ce petit roman scolaire et il découvrait un talent, il voulait que je continue, il voulait que je lui envoie ma prochaine histoire et tout et tout. Et parce que j'étais si peu habituée à l'encouragement, pour dire la vérité, je croyais qu'il était un vieil homme gentil et je n'ai jamais répondu à sa lettre. Et pourtant, j'étais polie, mais tout ça est passé par-dessus les membres de la famille. Personne n'a vraiment a dit quoi que ce soit. Mon grand-père était évidemment un homme taciturne de son époque. Il ne m'a jamais dit qu'il connaissait cet homme-là, d'où il connaissait. C'est finalement beaucoup plus tard que j'ai fait les liens. Alors, des années plus tard, le poète est décédé en 1978, en octobre, et j'arrivais à Calgary en septembre 1978. Alors, c'est un petit peu une drôle de coïncidence, mais encore là, beaucoup d'années devront passer avant que je veuille parler d'écriture et que je veuille parler de la montagne et de ce que la montagne a enseigné à l'écriture. Alors, c'était une espèce de jeu d'écrire une série d'essais personnels, en anglais Creative Non-Fiction. Et mon idée, c'était de répondre finalement à la lettre du poète. Alors, le titre du recueil qui a été publié par l'Évêque éditeur en 2016 s'intitule « Nu et cru, lettre au poète disparu ». Alors, vraiment, c'est un dialogue entre lui et moi et je le fais parler. Il est dans mon bureau d'écriture. Nous parlons de toutes sortes de sujets, mais autour de l'écriture, de la montagne, de ma vie à Calgary, de quelques éléments de ma vie à Montréal. Lui, j'ai lu sa poésie, j'ai lu des interviews qu'il avait données dans des revues, des journaux à l'époque, et je prends des parcelles de ses commentaires, donc j'utilise sa voix. L'Office national du film a fait un documentaire sur lui dans les années 1960 qui est vraiment très, très bon. Alors, je l'ai visionné plusieurs fois, je l'ai vu, j'ai entendu sa voix, etc., etc. Alors, ce carnet d'écrivain, Nu et cru, lettre au poète disparu, est vraiment ma voix telle que je la veux maintenant, et ça a été ma réponse 50 ans plus tard à la lettre d'Alfred Desrochers. Et puis, la même année, j'ai publié un recueil de nouvelles en anglais qui a été publié aux presses de l'Université de l'Alberta et qui s'intitule Rising Abruptly, et c'est des nouvelles sur le sujet de la montagne. Encore là, c'est une distillation de mon expérience de montagne, mais avec la distance que je dois prendre entre l'autobiographie et la création littéraire. Vous savez, on peut lire des tonnes de livres sur comment écrire, comment
la fiction, comment ça s'écrit, quoi faire et tout et tout. Il y a des conseils. Tous les écrivains vont écrire un livre à un moment donné pour donner des conseils. Mais le conseil d'écriture, pour moi, qui est resté, qui est vraiment mon credo, la chose qui est la plus importante, c'est une citation que j'avais trouvée dans un autre livre, mais qui vient de Lou Andrea Salomé, qui était une amie de Nietzsche, qui était une amie de Freud ou quoi que ce soit, là, donc une personne longtemps décédée. Mais ce qu'elle aurait dit, c'est que pour réussir une œuvre, il faut non seulement que la substance de ce qui l'a initiée ait sombré dans l'oubli, mais encore qu'elle ait été épuisée. Pour moi, c'est énormément ça, parce que c'est en se distanciant de son expérience immédiate qu'on fait agir l'imagination et qu'on peut ouvrir des lieux, des endroits, des possibilités qui nous auraient autrement échappé. Parce que quand on est trop proche du lieu, trop proche de la personne, trop proche du personnage avec lequel on veut écrire, il y a une certaine pudeur, puis il y a une certaine autocensure, même subconsciente, qui s'opère. Et ça, je vais dire que je le sens et le vois quand je lis certaines œuvres de d'autres personnes et que je sais, parce que l'écrivain l'a dit ou parce que je connais l'écrivain, je dis, ils ont écrit trop vite. La substance n'a pas été oubliée et n'a pas été épuisée. Et pour moi, c'est une barrière. Alors pour moi, si on veut parler de COVID rapidement, honnêtement et heureusement, ça ne m'a pas vraiment dérangée parce que je travaille chez moi de toute façon. Alors, le travail d'écriture chez soi et une espèce de confinement volontaire que je pratique depuis des décennies, heureusement pour moi, je sais que c'est pas aussi facile pour tellement de gens, mais pour moi, ça ne m'a pas vraiment interrompu. Un grand merci à Gisèle Villeneuve pour son témoignage et nous lui souhaitons le meilleur dans ses futurs projets d'écriture. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis, votre famille ou sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. Pour tout savoir des actualités de notre centre communautaire et culturel, allez consulter notre site internet www.citedesrocheuses.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très bientôt.